Oui, donc Stéphane, bonjour, tu es porte-parole de la Confédération Paysanne. Donc on passe là devant le stand là, avec Michel, on veut s'arrêter un peu, avoir le sentiment de cette crise agricole et de cette politique FNSEA qui milite pour, on va pas se mentir, hein, si on continue on va rester 100-120 000 fermes en France. Comment tu vois les choses toi? Parce que les années se passent et on est toujours au même constat. Comme on voit les choses ici au salon, on a essayé de faire un travail de vérité en n'allant pas à la rencontre du président Macron pour signifier qu'en fait, là, une grosse problématique du monde agricole, c'est que c'est une cogestion permanente entre le ministère de l'Agriculture et la FNSEA. Moi, j'ai été dans le bureau avec Macron, avec les autres présidents syndicaux, et notamment Arnaud Rousseau, et on voit qu'à chaque fois, en fait, il déroule l'agenda de la FNSEA. La FNSEA a profité de la colère agricole pour arriver avec sa liste de courses, et tu as le président Macron qui fait oui, quoi. Donc ça, c'est dramatique pour nous, parce qu'ils accélèrent sur un modèle productiviste, en fait, qui enferme les paysans vers quelque chose qui est mortifère. Hier, la ministre, elle a rappelé qu'il y avait un objectif à revoir la taille des fermes, c'est-à-dire en fait à faire disparaître les plus petits. Ça, c'est un discours typique de la FNSEA. Ils actent et ils le disent qu'on est trop nombreux. On est trop nombreux pour être compétitifs vis-à-vis des pays comme le Danemark, vis-à-vis des pays comme la Roumanie, mais même vis-à-vis des pays du Mercosur. Mais à aucun moment on sera compétitif avec des salaires à moins de 10 euros. À jamais on sera compétitif avec des fermes qui font la taille d'un département. Il faut arrêter de rêver. Donc nous, on demande en fait de la régulation des marchés. On demande de protéger les paysans et les paysannes à partir de prix pour couvrir nos coûts de production, de couvrir notre salaire et notre protection sociale. Mais c'est certainement pas en faisant disparaître les paysans et les paysannes qu'on arrivera à obtenir du revenu pour tout le monde. Et puis c'est certainement pas en faisant disparaître les paysans et les paysannes qu'on arrivera à créer une alimentation pour tous et pour toutes. Enfin, en tout cas, le projet, le coprojet de la FNSEA et du ministère de l'Agriculture, il est mortifère pour les paysans et les paysannes. En réalité, moi je regardais le fait d'avoir industrialisé, financiarisé l'agriculture. On avait un endettement moyen de 50 000 euros en 1980, on est à 260 000 euros d'endettement moyen par exploitation. En fait, on détruit notre valeur travail quand on augmente la taille de nos exploitations. On travaille plus pour essayer de maintenir un revenu, mais on se fragilise. Et on est certes plus moderne que nos parents, on a des tracteurs, on a des outils, on est très moderne, mais on a une charge mentale énorme et ça pète les plombs. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah oui, on a un surtravail. Moi, je le vois autour de moi. Moi, je habite en Bretagne et je vois aussi les collègues qui sont restés sur un modèle productiviste où justement ils sont passés d'un système en lait, par exemple, où il y avait une quarantaine de vaches laitières, 200 000 litres de lait. C'était le modèle chez nous. Moi, j'habite Fougères. Enfin, je suis originaire de Fougères et c'était le modèle typique. Et on arrivait à tirer un revenu pour une famille, pour un couple, à partir de ce modèle-là. On est passé toujours plus, et maintenant, c'est quoi ? C'est 150 vaches laitières, 2 robots de traite, et puis, comme ça suffit pas, parce que les charges et les investissements sont énormes, eh ben, on court encore un peu plus vers la méthanisation, pour tirer un revenu en dehors de la production agricole. C'est une course infinie vers quelque chose qui n'a pas de sens, parce que nous on dit qu'il faut vivre de sa production agricole, et pour ça il faut apprendre à gérer les volumes, l'offre par rapport à la demande aussi, mais l'offre à gérer à partir d'une approche collective, c'est-à-dire gérée par les paysans et les paysannes. Et c'était ça l'objet des coopératives. Les coopératives sont complètement vendues en fait à un schéma productiviste. Donc nous on est assez en colère par rapport à ça. On va faire crever les paysans et les paysannes, c'est ça la vérité. C'est la vérité que dans les campagnes on disparaît les uns après les autres. Moi je suis pas content que dans mon canton je finisse tout seul, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Donc voilà, on va vers ça, et avec, comme tu l'as dit, une surcharge de travail. Charge mentale. Charge mentale, et puis une absence... burn-out. Oui, une burn-out, et puis le suicide. On connaît les taux de suicide en agriculture, mais aussi... parce que c'est lié aussi à une absence de lien social. Plus on est gros, moins on est nombreux dans les campagnes, et moins on a de contact social aussi avec les collègues, moins de solidarité. Enfin, c'est tout ce qu'on ne veut pas, nous, en termes d'agriculture et de paysannerie. On veut être nombreux, et vivre de notre métier en répartissant la valeur entre l'amont et l'aval. Ça, c'est une vraie question aussi. À qui profite le crime ? Oui, parce qu'il nous reste 4,50 € sur 100 € TTC. Et ça me permet de rappeler que pour ceux qui sont un peu plus jeunes, bien avant les quotas laitiers de Michel Rocard,
les paysans travailleurs avaient demandé des quantums. Oui, c'est toujours une Donc il était précurseur en disant que sans régulation, on n'arriverait à rien. C'est toujours une proposition de la Confédération paysanne, les quantums, c'est-à-dire que les premiers kilos, les premières tonnes sont payés plus cher. Et puis après, ceux qui veulent c'est des années 80, ça. Oui, mais c'est toujours un système de régulation qui est valable. On voit la crise du lait qui arrive, là, et on a réclamé au commissaire Hansen, au commissaire à l'agriculture à l'Europe, des règles de commerce international qui soient équitables et qui soient réciproques entre les pays. Donc pour ça, c'est la régulation des marchés à partir de volumes et de la répartition aussi des volumes. Bien sûr. Il faut de la répartition des volumes pour qu'on reste nombreux dans les campagnes. Il ne s'agit pas de réclamer et de la régulation et du prix. Si on fait ça, c'est les plus gros qui vont en bénéficier. Donc c'est aussi l'intérêt des quantums, c'est que les premiers apporteurs, les premières tonnes apportées soient les mieux rémunérées. Mais il faut aussi de la régulation du volume. En tout cas, c'est ça qu'on porte, nous, encore à la Confédération paysanne. D'ailleurs, dans ce salon, on a été les seuls à porter ça, ça n'échappait à personne. On a dit au Premier ministre ce matin que pour nous, la loi d'urgence, c'était une loi du revenu. C'était une loi du revenu paysan. Et qu'est-ce qu'il nous apporte comme réponse? Des reculs environnementaux sur l'eau. Il nous apporte comme réponse des petites réponses sur la prédation. Voilà, c'est pas ça. On a besoin de ces réponses-là, effectivement. C'est pas une question. Mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comment on fait pour vivre de notre métier à partir de notre travail. On n'arrête pas de le répéter à la Confédération paysanne. On ne maintiendra pas une agriculture dans les campagnes si on ne vit pas de notre travail. Et c'est un enjeu fondamental. Comment on va asseoir une souveraineté alimentaire si on n'a pas de paysans? Ça paraît du bon sens, mais c'est quand même un bon sens qui a l'air de se perdre quand la ministre de l'Agriculture a dit qu'il faut faire un plan social. Moi, j'avais fait une approche, parce qu'il manque de main-d'œuvre dans les exploitations, les gars, ils courent partout, il n'y a pas de revenus. C'est 600 000 emplois qu'on peut créer, soit des paysans, soit des salariés. On pourrait mettre 600 000 personnes dans la filière agricole si on avait des fermes à taille humaine. Et ça, on peut le démontrer. Bah oui, si on rémunère le travail et pas le capital. On est d'accord. En fait, c'est ça qu'on... Il y a aussi des angles morts par rapport aux enjeux de la PAC. On ne le dit pas assez, mais la PAC, elle rémunère en grande partie les fournisseurs, les investissements. Il y en a qui s'en sortent quand même assez bien dans l'agrofourniture, les constructeurs de matériel, mais tout ça aussi c'est lié à un système fiscal où on demande aux paysans en fait de ne pas avoir de revenus et avoir un système fiscal qui fait que une grande partie du revenu et de la PAC en fait est détournée directement vers l'agro-industrie. Donc c'est ça qu'il faut revoir, c'est tout un système en fait. Nous, moi, quelque part, je suis content de travailler avec un concessionnaire, je suis content de travailler avec des fournisseurs, mais ça ne doit pas être au détriment de mon revenu. Et surtout, ça ne doit pas être un détriment des soutiens publics. En fait, c'est presque comme si l'argent allait directement chez les fournisseurs et l'agro-industrie, y compris les coopératives, on le sait bien, toutes les problématiques qu'il y a avec eux, puisqu'ils sont à la fois ceux qui vendent, ceux qui vendent les fournitures, mais ceux qui vendent aussi les produits. On se retrouve enfermés dans un système en fait, qui nous broie les uns après les autres. Merci beaucoup Stéphane, je crois que le résumé était bien de la situation agricole. Merci Stéphane. Merci.